Bonsoir, bienvenue sur la Van Morgane. J'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve aujourd'hui pour continuer la lecture Les 4 filles du Dr. March, Little Women, que j'avais suspendue, mais non abandonnée. Et je la reprends tout de suite. J'en étais au chapitre 9, normalement. Voilà. Bien, je vais me remettre dedans, replonger dedans. Nous verrons bien. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Chapitre 9. Meg va à la foire de la vanité. Je me dis que j'ai vraiment de la chance que ces enfants aient la rougeole juste maintenant, dit Meg un jour d'avril en préparant sa malle de voyage dans sa chambre entourée de ses sœurs. Et c'est si gentil de la part d'Annie Moffat de ne pas avoir oublié sa promesse. 15 jours de distraction seront un vrai bonheur, répondit Joe dont les longs bras qui pliaient les jupes la faisaient ressembler à un moulin à vent. Il fait si beau, j'en suis tellement contente, ajouta Beth, entrant dans la boîte contenant ses plus beaux accessoires, les rubans pour le cou et les cheveux qu'elle lui prêtait pour cette grande occasion. J'aimerais bien être à la veille de passer un bon moment et de porter toutes ces belles choses, dit Amy, la bouche pleine d'épingles, car elle était en train de regarnir le coussin de sa sœur. J'aimerais que vous veniez toutes, mais comme c'est impossible, je retiendrai toutes mes aventures pour vous les conter à mon retour. C'est le moins que je puisse faire. Vous avez toutes été si gentilles de me prêter vos affaires et de m'aider à me préparer, dit Meg en parcourant des yeux les tenues très simples qui paraissaient néanmoins presque parfaites à leurs yeux. Qu'a sorti maman pour toi du coffre au trésor demanda Amy, absente lors de l'ouverture d'une certaine malle en cèdre dans laquelle Madame March conservait quelques reliques de la splendeur passée en vue de les offrir à ses filles le moment venu. Une paire de bas en soie, ce joli éventail ciselé et une belle ceinture bleue. Je voulais la robe violette en soie, mais nous n'avons pas le temps de la reprendre, alors je devrais me contenter de la vieille en tarlatane. Ce sera ravissant sur ma nouvelle jupe en mousseline et la ceinture la mettra magnifiquement en valeur. Je regrette d'avoir cassé mon bracelet en corail. Tu aurais pu l'avoir, dit Joe, qui adorait donner et prêter, même, mais dont les affaires étaient généralement en trop mauvais état pour être de la moindre utilité. Il y a une belle parure en perles dans le coffre au trésor, mais maman dit que les fleurs naturelles sont le plus charmant des ornements pour une jeune fille, et Laurie m'a promis de m'en envoyer autant que je le désirais, répondit Meg. Bon, voyons. Voilà mon nouveau costume de promenade gris. Recourbe la plume de mon chapeau, Beth. Beth, ma robe en popeline pour dimanche et la petite fête. Elle paraît épaisse pour le printemps, non? Celle en soie violette serait si jolie. Oh là là, peu importe. Tu as celle en tarlatane pour la grande fête et tu as toujours l'air d'un ange en blanc, dit Amy, qui couvait du regard les quelques atours qui la ravissaient. Elle n'est pas décolletée et elle n'est pas assez drapée, mais il faudra qu'elle fasse l'affaire. Ma robe d'intérieur bleue est si jolie, une fois retournée et avec ses nouvelles garnitures, que j'ai l'impression d'en posséder une nouvelle. Ma robe à la française en soie n'est pas très à la mode et mon bonnet ne ressemble pas à celui de Sally. Je n'aime pas geindre, mais je suis affreusement déçue par mon parapluie. J'ai dit à maman noir avec un manche blanc, mais elle a oublié et en a acheté un vert avec un horrible manche jaunâtre. Il est solide et de bonne facture, alors je ne devrais pas me plaindre, mais je sais que je vais avoir honte à côté de celui en soie d'Annie avec la pointe dorée, soupira Meg, en regardant le petit parapluie d'un air désapprobateur. Change-le, lui conseilla Joe. Je ne vais pas être idiote ou blesser Marmie alors qu'elle s'est donné tant de mal pour acheter mes affaires. C'est une de mes idées absurdes et je ne vais pas y céder. Mes bas de soie et 2 paires de gants complètes sont ma consolation. Tu as un amour de me prêter les tiens, Joe. Je me sens si riche et plutôt élégante avec 2 nouvelles paires et les anciens nettoyés pour tous les jours, dit Meg en jetant un coup d'œil réconfortant à sa boîte à gants. Annie Moffat a des nœuds bleus et roses sur ses bonnets de nuit. Tu en coudrais sur le mien demanda-t-elle à Beth qui rapportait une pile de mousseline d'une blancheur de neige qui sortait tout juste des mains d'Anna. Non, parce que les bonnets chics ne s'accordent pas aux robes unies sans parement. Les pauvres ne devraient pas se mettre sur leur 31, dit Joe d'un ton décidé. Je me demande si j'aurai un jour le bonheur d'avoir de vraies dentelles à mes robes et des nœuds à mes bonnets, dit Meg avec impatience. Tu as dit l'autre jour que tu serais parfaitement heureuse si tu pouvais seulement aller chez Annie Moffat, fit remarquer Beth à sa manière douce. Mais oui,
Eh bien, je suis vraiment heureuse et je ne vais pas me tracasser, mais on dirait que plus on en a, plus on en veut, non? Bon, les boîtes sont prêtes et tout est rangé à l'intérieur, sauf ma robe de bal que je devrais laisser à maman, dit Meg, se déridant en regardant tour à tour la malle à moitié pleine et la robe en tarlatane blanche maintes fois arrangée et repassée qu'elle appelait sa robe de bal avec un air suffisant. Il faisait beau le lendemain et Meg partit en grande pompe pour une quinzaine de fantaisie et de plaisir. Madame March avait consenti plutôt à contre-cœur à cette visite, craignant que Margaret ne revînt plus insatisfaite qu'en partant. Mais elle avait tant supplié. Sally avait promis de bien s'occuper d'elle et prendre un peu de plaisir semblait si merveilleux après un hiver de dur labeur que la mère avait cédé et la fille allait goûter pour la première fois à la vie mondaine. Les Moffat étaient effectivement très mondains, et Meg, qui était une personne simple, se sentit tout d'abord assez écrasée par la splendeur de la maison et l'élégance de ses occupants. Mais ils étaient aimables, malgré la vie frivole qu'ils menaient, et ils mirent rapidement leur invité à l'aise. Meg perçut peut-être, sans en comprendre la raison, qu'ils n'étaient pas particulièrement cultivés et intelligents et que toute leur dorure avait du mal à dissimuler le matériau ordinaire dont ils étaient faits. Il était certes agréable de se restaurer avec faste, de se déplacer dans de belles calèches, de porter ses plus jolies robes chaque jour et de ne rien faire d'autre que se distraire. Cela lui convenait parfaitement et, rapidement, elle se mit à imiter les manières et la conversation de ceux qui l'entouraient, à prendre de petits airs gracieux, à glisser des phrases en français, à se crêper les cheveux, à reprendre ses robes et à parler de mode du mieux qu'elle le pouvait. Plus elle voyait les jolies choses d'Annie Moffat, plus elle l'enviait et soupirait après la richesse. Lorsqu'elle songeait à son foyer, il lui semblait désormais nu et lugubre et son travail plus dur que jamais, et elle avait le sentiment d'être une indigente particulièrement lésée malgré les gants neufs et les bas en soie. Elle n'avait cependant guère le loisir de se plaindre, car les trois jeunes filles étaient très occupées à passer du bon temps. Elles faisaient les boutiques, se promenaient, montaient à cheval et rendaient des visites toute la journée. Elles allaient au théâtre et à l'opéra, ou folâtraient à la maison le soir, car Annie avait de nombreuses amies et savait comment les distraire. Ses sœurs aînées étaient de très belles jeunes femmes et l'une d'elles était fiancée, ce qui était extrêmement intéressant et romantique, se disait Meg. Mr. Moffat était un vieil homme gras et enjoué qui connaissait son père, et Madame Moffat, une dame grasse et enjouée qui s'enticha de Meg autant que l'avait fait sa fille. Monsieur. Tout le monde était aux petits soins pour elle, et il n'était pas loin de faire tourner la tête de Daisy, ainsi qu'il la surnommait. Lorsque le soir de la petite fête arriva, elle trouva que la robe en popeline ne convenait pas du tout, car les autres filles portaient des robes fines et se faisaient très belles. Elle sortit donc la robe en tarlatane qui semblait plus vieille, manquant de tenue et miteuse que jamais, à côté de celle toute neuve et bien raide de Sally. Meg vit les filles lui jeter un coup d'œil, puis se regarder, et ses joues s'empourprèrent car, malgré toute sa douceur, elle était très fière. Personne ne prononça un mot à ce sujet, mais Sally lui proposa de la coiffer, Annie de nouer sa ceinture et Belle, la sœur fiancée, loua ses bras blancs, mais dans leur gentillesse, Meg ne vit que de la pitié pour sa pauvreté, et elle avait le cœur lourd, seule dans un coin, tandis que les autres riaient et bavardaient, se pomponnaient et couraient en tous sens comme des papillons vaporeux. Ce sentiment pénible et amer commençait à sérieusement empirer lorsque la bonne apporta une boîte de fleurs. Avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, Annie ôta le couvercle et toutes s'exclamèrent devant les superbes roses, bruyères et fougères à l'intérieur. C'est pour Belle, bien sûr. Georges lui en envoie toujours, mais celles-ci sont vraiment ravissantes, s'écria Annie en les humant. Elles sont pour Mademoiselle March, a dit l'homme. Il y a un message, interrompit la bonne en le tendant à Meg. Comme c'est drôle. Qui les a envoyés? On ne savait pas que tu avais un amoureux, s'écrièrent les filles en virevoltant autour de Meg, terriblement curieuses et surprises. Le message est de ma mère et les fleurs de Laurie, dit Meg simplement, malgré tout très satisfaite qu'il ne l'eût pas oublié.
Oh, vraiment dit Annie avec un drôle d'air, tandis que Meg glissait le message dans sa poche en guise de talisman contre l'envie, la vanité et l'orgueil mal placés, car les quelques mots aimants lui avaient fait grand bien et la beauté des fleurs la mettait en joie. De nouveau presque heureuse, elle mit de côté quelques roses et fougères pour elle et arrangea rapidement le reste en délicats bouquets pour le corsage, les cheveux ou les jupes de ses amis, et les leur offrit si gracieusement que Clara, la sœur aînée, déclara qu'elle était la plus douce petite chose qu'elle eût jamais vue, et qu'elle semblait absolument charmée par sa modeste attention. Quoi qu'il en soit, cet aimable geste mit fin à son abattement et, quand les autres allèrent se montrer à Madame Moffat, elle découvrit dans le miroir un visage radieux aux yeux brillants en disposant les fougères sur ses cheveux ondulés et en nouant les roses à la robe qui ne lui paraissait plus si miteuse. Elle s'amusa beaucoup ce soir-là, car elle dansa tout son soûl. Tout le monde fut très aimable et elle reçut 3 compliments. Annie lui demanda de chanter et quelqu'un dit qu'elle avait une voix remarquablement belle. Le major Lincoln voulut savoir qui était la jeune fille toute fraîche aux beaux yeux. Et M. Moffat insista pour danser avec elle parce qu'elle ne musardait pas et avait une certaine vitalité, comme il l'exprima si élégamment. Donc, somme toute, elle passa un très agréable moment jusqu'à ce qu'elle surprenne des bribes de conversation qui la perturbèrent grandement. Elle était assise à l'entrée du jardin d'hiver, attendant que son cavalier lui apporte une glace, lorsqu'elle entendit une voix demander, de l'autre côté de la paroi fleurie, « Quel âge a-t-il » ? 16 ou 17 ans, je dirais, répondit une autre voix. Ce serait magnifique pour l'une de ses filles, n'est-ce pas ? Sally dit qu'ils sont très intimes et le vieux monsieur est fou d'elle. Madame M a mis au point son plan, oserais-je dire, et elle jouera bien ses cartes, même si elle est bien tôt. La fille n'y pense évidemment pas encore, dit Madame Moffat. Elle a raconté cette fable au sujet de sa maman, comme si elle savait, et elle a rougi quand les fleurs sont arrivées, de façon charmante. Pauvre fille, elle serait si jolie si elle s'habillait avec plus de chic. Croyez-vous qu'elle serait offensée si nous lui proposions de lui prêter une robe pour jeudi ? Demanda une autre voix. Elle est fière, mais je ne pense que ça la dérange. Je ne pense pas que ça la dérange, étant donné qu'elle n'a que cette robe en tarlatane démodée. Elle pourrait y faire un accroc ce soir et ce serait une bonne excuse pour lui en proposer une convenable. Nous verrons. Je vais inviter ce Lorraine, sans guise de compliment. Ce sera matière à nous amuser. Sur ce, le cavalier de Meg apparut et la trouva rouge comme une pivoine et assez agitée. Elle était fière et sa fierté lui fut utile à ce moment-là. Elle l'aida à dissimuler sa honte, sa colère et son dégoût devant ce qu'elle venait d'entendre, car, aussi innocente et peu méfiante fut-elle, elle ne pouvait s'empêcher de comprendre les cancans de ses amis. Elle tenta d'oublier, sans y parvenir, et continua de se répéter « Madame M a un plan ». Cette fable au sujet de sa maman et la robe en tarlatane démodée, jusqu'à en être au bord des larmes et prête à se précipiter chez elle pour demander conseil. Étant donné que c'était impossible, elle fit de son mieux pour paraître gaie et, comme elle était plutôt excitée, elle y réussit si bien que personne n'imagina l'effort qu'elle déployait. Elle fut très heureuse lorsque tout se termina et elle se mit tranquillement au lit, où elle put réfléchir, se poser des questions et enrager jusqu'à avoir mal à la tête et que des larmes bien naturelles viennent rafraîchir ses joues enflammées. Ces paroles ridicules, bien que prononcées avec les meilleures intentions, avaient ouvert les portes d'un monde nouveau à Meg et considérablement perturbé la paix de l'ancien dans lequel, jusqu'à ce jour, elle avait vécu aussi heureuse qu'une enfant. Son amitié innocente avec Laurie était gâtée par le discours idiot qu'elle avait surpris. Sa confiance en sa mère était légèrement ébranlée par les projets matérialistes que lui attribuait Madame Moffat, qui jugeait les autres en fonction d'elle-même. Et la bonne résolution de se satisfaire de la garde-robe simple qui convenait à la fille d'un homme désargenté était entamée par l'inutile pitié de celle qui pensait qu'une robe miteuse était une des plus grandes calamités de ce bas monde. La pauvre Meg passa une nuit agitée et se leva les paupières lourdes, malheureuse, éprouvant quelque ressentiment pour ses amis et ayant assez honte d'elle-même de ne pas s'être exprimée franchement afin de mettre les choses au point. Tout le monde traîna ça ce matin-là et midi sonna avant que les filles ne trouvent assez d'énergie pour s'attaquer à leur ouvrage de broderie en laine peignée. Quelque chose dans les manières de ses camarades frappa immédiatement Meg.
Elle la traitait avec davantage de respect, lui semblait-il, prêtait un intérêt plus tendre à ses paroles et la regardait avec des yeux qui trahissaient pleinement leur curiosité. Tout ceci l'étonnait et la flattait, bien qu'elle ne comprît pas avant que mademoiselle Belle ne levât les yeux de son écritoire et ne dit avec un air sentimental « Daisy, ma chère, j'ai envoyé une invitation à votre ami, monsieur Lawrence, pour jeudi. Nous aimerions le connaître et c'est une façon bien séante de vous rendre hommage. » Meg rougit, mais une envie malicieuse de taquiner les filles la poussa à répondre. « Vous êtes très aimable, mais j'ai bien peur qu'il ne vienne pas. »« Pourquoi, chérie ?» demanda mademoiselle Belle. « Il est trop vieux. »« Mon enfant, que voulez-vous dire ? Quel âge a-t-il ? Je voudrais bien le savoir, s'écria mademoiselle Clara. Pas loin de 70 ans, je pense, répondit Meg en comptant ses poings pour dissimuler l'hilarité dans ses yeux. Rouée créature, naturellement nous parlions du jeune homme, s'exclama mademoiselle Belle en riant. Il n'y en a pas, Laurie n'est qu'un petit garçon. Et Meg rit à son tour devant le regard étrange qu'échangèrent les sœurs lorsqu'elle décrivit ainsi son soi-disant amoureux. À peu près votre âge, dit Nan. Plus proche de celui de ma sœur Jo. Moi, j'aurai 17 ans en août, répliqua Meg en rejetant la tête en arrière. C'est très gentil de sa part de vous envoyer des fleurs, n'est-ce pas ? Dit Annie d'un air impudent, sans raison. Oui, il le fait souvent, à nous toutes. Leur maison en est pleine et on les aime tellement. Ma mère et le vieux monsieur Lawrence sont amis, vous savez. Il est donc assez naturel que nous, les enfants, jouions ensemble, dit Meg en espérant qu'elle n'ajouterait rien. Il est évident que Daisy n'a pas encore fait son entrée dans le monde, dit mademoiselle Clara à Belle en hochant la tête. Quelle innocence campagnarde, rétorqua mademoiselle Clara à Belle avec un haussement d'épaule. Je sors acheter quelques babioles pour mes filles. Je peux faire quelque chose pour vous, jeune fille ? Demanda madame Moffat en entrant d'un pas aussi pesant que celui d'un éléphant en soie et dentelle. Non, merci, madame, répondit Sally. J'ai ma nouvelle robe de soie rose pour jeudi et je ne désire rien. Moi non plus, commença Meg avant de s'interrompre car il lui vint à l'esprit qu'elle désirait en fait plusieurs choses qu'elle ne pouvait avoir. Que vas-tu porter, s'enquit Sally ? Ma vieille robe blanche à nouveau, si je peux l'arranger pour pouvoir la montrer. J'y ai malheureusement fait un accroc hier soir, dit Meg en tentant de prendre un ton détaché, mais très mal à l'aise. Pourquoi ne pas envoyer en chercher une chez toi ? Demanda Sally, qui n'était pas très observatrice. Je n'en ai pas d'autre. Cela coûta beaucoup d'efforts à Meg de prononcer ces mots, mais Sally ne vit rien et s'exclama d'un ton aimablement surpris. Rien que celle-là ? Comme c'est drôle. Elle ne finit pas sa phrase car Belle secoua la tête à son intention et lui coupa la parole en disant gentiment. Pas du tout. Quelle utilité d'avoir plusieurs robes alors qu'elle ne va pas dans le monde. Inutile d'en envoyer chercher, Daisy, même si vous en aviez une douzaine parce que j'ai une robe en soie bleue que j'ai mise de côté. Elle est trop petite pour moi et vous allez la porter pour me faire plaisir. N'est-ce pas, ma chère ? Vous êtes très aimable. Mais ça ne me dérange pas de porter ma vieille robe, si ça ne vous gêne pas. Elle est bien suffisante pour une petite fille comme moi, dit Meg. Écoutez, laissez-moi vous habiller avec chic. J'adore ça. Et vous serez une vraie beauté avec quelques petites touches par-ci, par-là. Je ne permettrai à personne de vous voir avant que vous soyez prête, puis nous apparaîtrons d'un coup comme Cendrillon et sa marraine allant au bal, dit Belle d'un ton persuasif. Meg ne pouvait refuser une offre si gentiment proposée, car elle désirait voir si elle serait une petite beauté. Une fois bien arrangée, elle oublia tout de son embarras à l'égard des Moffat. Le jeudi soir, Belle s'enferma avec sa bonne et toutes deux transformèrent Meg en une ravissante dame. Elles crêpèrent et bouclèrent ses cheveux, elles frottèrent son cou et ses bras à l'aide d'une poudre parfumée, appliquèrent sur ses lèvres une touche de baume corail pour les rendre plus rouges et Hortense aurait rajouté un soupçon de rouge si Meg ne s'était pas rebellée. Elles la lacèrent dans une robe bleu ciel, si serrée qu'elle pouvait à peine respirer et si décolletée que la modeste Meg s'empourpra en se découvrant dans le miroir. Elles ajoutèrent une parure en filigrane d'argent, bracelets, colliers, broches et même boucles d'oreilles qu'Hortense attacha avec un petit fil de soie rose invisible. Un bouquet de 10 boutons de rose sur le corsage et une ruche réconcilièrent Meg avec l'exposition de ses jolies épaules blanches, et une paire de bottines en soie bleue à talons hauts combla tous ses désirs. Un mouchoir en dentelle, un éventail en plumes et un bouquet dans un cornet en argent apportèrent la dernière touche, et mademoiselle Belle l'examina avec la satisfaction d'une petite fille devant une poupée qu'elle viendrait d'habiller. « Mademoiselle est charmante, très jolie, n'est-ce pas ?» s'écria Hortense en tapant des mains avec un ravissement affecté. « Venez vous montrer, dit mademoiselle Belle en la guidant vers la pièce où les autres attendaient.
En les suivant en froufroutant, ses longs jupons traînant sur le sol, ses boucles d'oreilles tintant, ses anglaises s'agitant et le cœur battant, Meg eut le sentiment d'enfin commencer à s'amuser, car le miroir lui avait appris sans le moindre doute qu'elle était une vraie petite beauté. Ses amis répétèrent cette phrase agréable avec enthousiasme et, l'espace de quelques minutes, elle se délecta, tel le chouca de la fable, de ses plumes empruntées, tandis que les autres jacassaient comme une volée de pies. Pendant que je m'habille, veux-tu bien, Nan, l'instruire de la façon de manier sa jupe et ses talons français, sinon elle va trébucher. Mets ton papillon en argent au milieu de ce bandeau en dentelle blanche et remonte cette longue boucle du côté gauche de sa tête, Clara, et que personne ne dérange le charmant travail de mes mains, dit Belle en s'éloignant à la hâte, semblant très satisfaite de son succès. J'ai peur de descendre, je me sens si étrange et raide et à demi vêtue, dit Meg à Sally lorsque la cloche tinta et que Madame Moffat envoya chercher les jeunes filles afin qu'elles apparaissent toutes ensemble. Ça ne te ressemble absolument pas, mais tu es très belle. Je suis loin de t'arriver à la cheville parce que Belle a énormément de goût et tu as tout d'une Française, je t'assure. Laisse pendre tes fleurs, ne sois pas si soigneuse avec elle et fais attention de ne pas trébucher, répondit Sally, comme s'il lui était égal que Meg soit plus jolie qu'elle. Gardant précieusement en tête cet avertissement, Margaret descendit prudemment l'escalier et entra d'un pas majestueux dans les grands salons où les Moffat et quelques invités arrivés en avance s'étaient rassemblés. Elle découvrit sans tarder que les beaux vêtements possèdent un charme qui attire une certaine catégorie de personnes et assure de leur respect. Plusieurs jeunes dames qui ne l'avaient pas remarqué auparavant furent soudain très affectueuses. Plusieurs jeunes gens qui n'avaient fait que la regarder lors des autres fêtes, non seulement la regardaient attentivement, mais demandaient à être présentées et lui disaient toutes sortes de choses stupides, mais toutefois agréables. Et plusieurs vieilles dames qui, assises sur les canapés, critiquaient les autres, s'enquirent de son identité d'un air intéressé. Elle entendit Madame Moffat répondre à l'une d'elles. Daisy March, son père est colonel dans l'armée, une vieille famille, mais qui a connu des revers de fortune, vous savez. Des amis intimes des Lawrence, une douce créature, je vous assure. Mon aide est complètement fou d'elle. Mon Dieu, dit la vieille dame en remettant son lorgnon pour observer à nouveau Meg, qui s'efforçait de faire semblant de n'avoir rien entendu, mais assez choquée par les fables de Madame Moffat. Le sentiment étrange ne disparut pas, mais elle s'imagina jouer un nouveau rôle de belle dame et se débrouilla donc plutôt bien, en dépit du fait que la robe serrée lui faisait mal aux côtés, que la traîne n'arrêtait pas de se coincer sous ses pieds et qu'elle craignait constamment que les boucles d'oreilles ne tombent, soient perdues ou cassées. Elle agitait son éventail et riait aux médiocres plaisanteries d'un jeune homme qui tentait d'être spirituel lorsqu'elle cessa brusquement de rire et prit un air troublé, car, juste en face d'elle, elle vit Laurie. Il la fixait avec un étonnement non déguisé et désapprobateur de surcroît, se dit-elle, car, malgré sa révérence et son sourire, quelque chose dans ses yeux francs la fit rougir et regretter de ne pas porter sa vieille robe. Pour ajouter à sa confusion, elle aperçut Belle donner un coup de coude à Annie et leur regard passer d'elle à Laurie qui, comme elle fut ravie de le constater, paraissait inhabituellement enfantin et timide. Quelle sotte créature de me mettre de telles idées en tête. Je vais les ignorer et elles ne me changeront pas le moins du monde, songea-t-elle, et elle traversa la pièce en froufroutant pour serrer la main de son amie. Je suis contente que tu sois venue. J'avais peur que tu n'en aies pas envie, dit-elle de son air le plus adulte possible. Joe voulait que je vienne pour lui dire de quoi tu avais l'air. Alors je suis venue, répondit Laurie, sans lever les yeux sur elle, bien qu'il sourit devant son ton maternel. Que vas-tu lui dire demanda Meg, très curieuse de connaître l'opinion qu'il avait d'elle, même si pour la première fois elle se sentait mal à l'aise en sa présence. Je lui dirai que je ne t'ai pas reconnue. Tu as l'air si adulte et différente de ce que tu es que j'ai assez peur de toi, dit-il en tripotant le bouton de son gant. Que c'est absurde de ta part. Les filles m'ont habillée pour s'amuser et ça me plaît assez. Est-ce que Joe n'ouvrirait pas tout grand les yeux si elle me voyait ? Dit Meg, désireuse de lui faire avouer s'il la trouvait ou non embellie. Oui, je crois bien, répondit Laurie sérieusement. Tu ne m'aimes pas ainsi, s'enquit Meg. Non, rétorqua-t-il d'un ton sec. Pourquoi ? Demanda-t-elle d'une voix inquiète.
Il jeta un coup d'œil à ses cheveux frisés, à ses épaules nues et à sa robe extraordinairement ornée avec une expression qui la troubla davantage encore que sa réponse, dénuée qu'elle était du moindre soupçon de sa politesse habituelle. « Je n'aime pas tout ce tralala. » C'était trop de la part d'un jeune homme plus jeune qu'elle, et Meg s'éloigna en disant avec humeur « Tu es le garçon le plus impoli que j'ai jamais vu. » Terriblement froissée, elle alla se poster près d'une fenêtre à l'écart pour se rafraîchir les joues, car la robe serrée lui donnait une couleur brillante très désagréable. Alors qu'elle se tenait là, le major Lincoln passa et, un instant plus tard, elle l'entendit dire à sa mère « Il se moque de cette petite fille. Je voulais que vous la voyiez, mais ils l'ont complètement gâtée. Ce n'est qu'une poupée ce soir. » « Oh mon Dieu, soupira Meg. Je regrette de n'avoir pas été plus sensée et de ne pas porter mes propres vêtements. Je n'aurais ainsi pas dégoûté les autres, ni ne me serais sentie si mal à l'aise et honteuse. » Elle appuya son front contre le carreau froid et resta à demi dissimulée par les rideaux, sans se soucier qu'on se mit à jouer sa valse favorite jusqu'à ce que quelqu'un la touche et, en se retournant, elle vit Laurie, l'air repenti, disant avec sa plus belle révérence et la main tendue « Je t'en prie, oublie ma grossièreté et viens danser avec moi. » « J'ai bien peur que ce soit trop désagréable pour toi, dit Meg, s'efforçant de prendre une mine offensée et y échouant lamentablement. Pas du tout, j'en meurs d'envie. Viens, je serai aimable. Je n'aime pas ta robe, mais je pense que tu es absolument superbe. Il ajouta les mains comme si les mots étaient incapables d'exprimer son admiration. Meg sourit et, tandis qu'ils attendaient pour se lancer sur la mesure, elle se laissa fléchir et murmura « Prends garde de ne pas t'empêtrer dans ma jupe, ça m'empoisonne la vie et j'ai été une dinde de la porter. » « Épingle-la autour de ton cou, là, au moins, elle sera utile, » dit Laurie en contemplant les petites bottines bleues qui l'approuvaient manifestement. Et ils se lancèrent, le pied léger et gracieux, car s'étant exercés chez eux, ils étaient en parfaite harmonie et le couple plein d'entrain était plaisant à regarder, virevoltant joyeusement, plus amis que jamais après leur petite prise de bec. « Laurie, j'aimerais que tu me fasses une faveur, veux-tu ?» dit Meg, tandis qu'il l'éventait après qu'elle se fût rapidement retrouvée le souffle court, bien qu'elle ne voulût pas en admettre la raison. « Bien sûr, » s'empressa Laurie. « S'il te plaît, ne parle pas chez moi de la robe que je porte ce soir. Elle ne comprendrait pas la plaisanterie et cela inquiétera maman. »« Alors pourquoi l'as-tu fait ?» demandaient les yeux de Laurie si clairement que Meg se hâta d'ajouter. « Je leur raconterai tout moi-même et je confesserai à maman à quel point j'ai été idiote. Mais il vaut mieux que je le fasse moi-même. Alors tu ne diras rien, d'accord ? Je te donne ma parole que je n'en ferai rien. Mais que vais-je raconter quand elles me demanderont ? Dis seulement que j'étais jolie et que je m'amusais bien. D'accord pour la première partie, de tout mon cœur. Mais la suite, tu n'as pas l'air de t'amuser, si ? Et Laurie la regarda avec une expression qui la poussa à répondre dans un murmure. Non, pas en ce moment. Ne crois pas que je sois ignoble. Je voulais seulement me distraire un peu, mais j'ai découvert que ce genre de divertissement n'apporte rien et je commence à m'en lasser. Voilà Ned Moffat, que veut-il ? Demanda Laurie en fronçant ses sourcils noirs, l'air de considérer que son jeune hôte n'était pas le bienvenu parmi eux. Il a réservé 3 danses et je suppose qu'il vient les chercher. Quelle plaie, dit Meg en affichant un air languissant, ce qui amusa énormément Laurie. Il ne lui reparla pas avant l'heure du souper, quand il la vit boire du champagne avec Ned et son ami Fisher qui se comportaient comme 2 imbéciles. Se dit Laurie qui se sentait en devoir de surveiller les March comme un frère et de se battre à leur côté chaque fois qu'elles avaient besoin d'être défendues. Tu vas avoir un atroce mal de tête demain si tu bois trop de cette chose. Si j'étais toi, je ne le ferais pas, Meg. Ta mère n'aime pas ça, tu le sais, murmura-t-il en se penchant sur la chaise de son ami lorsque Ned se retourna pour remplir son verre et que Fisher s'interrompit pour ramasser son éventail. Je ne suis pas Meg ce soir, je suis une poupée qui fait toutes sortes de choses insensées. Demain, je vais ranger tout mon tralala et je serai à nouveau désespérément bonne, répondit-elle avec un petit rire affecté. J'aimerais qu'on soit déjà demain alors, marmonna Laurie en s'éloignant, mécontent du changement qu'il constatait en elle. Meg dansait et flirtait, bavardait et gloussait comme les autres filles. Après le souper, elle dansa maladroitement le cotillon allemand, manqua à faire chavirer son cavalier avec sa longue jupe et folâtra d'une façon qui scandalisa Laurie, qui observait et réfléchissait à un sermon. Mais il n'eut pas l'occasion de le prononcer, car Meg resta loin de lui jusqu'à ce qu'il vienne lui souhaiter bonne nuit. « N'oublie pas, dit-elle en essayant de sourire, car l'atroce mal de tête se manifestait déjà. »« Silence à la mort, » répondit Laurie avec une emphase mélodramatique en s'éloignant.
Cette petite scénette excita la curiosité d'Annie, mais Meg était trop fatiguée pour papoter et alla se coucher avec le sentiment d'avoir participé à une mascarade sans s'être autant amusée qu'elle l'avait espéré. Elle fut malade toute la journée du lendemain et rentra chez elle le samedi, complètement épuisée par ses 15 jours de divertissement et en ayant l'impression de s'être vautrée dans le luxe suffisamment longtemps. Il est agréable d'être au calme, sans cette perpétuelle compagnie. La maison est vraiment jolie, sans être splendide, dit Meg en regardant autour d'elle d'un air paisible, en compagnie de sa mère et de Joe le dimanche soir. Je suis contente de te l'entendre dire, ma chérie. J'avais peur que notre foyer ne te paraisse terne et pauvre après cette belle demeure, répondit sa mère, qui lui avait jeté de nombreux regards anxieux toute la journée, car les yeux des mères sont prompts à remarquer tout changement dans le visage de leurs enfants. Meg avait gaiement conté ses aventures et n'avait cessé de répéter à quel point elle avait passé un moment charmant, mais quelque chose semblait toujours peser sur son humeur et, une fois les plus jeunes couchés, elle fixa le feu pensivement, avare de mots et l'air préoccupé. Lorsque la pendule sonna 9 heures et que Joe proposa d'aller au lit, Meg se leva soudain de sa chaise et, prenant le tabouret de Beth, posa ses coudes sur les genoux de sa mère en disant courageusement « Marmie, j'ai quelque chose à avouer. » C'est bien ce que je me disais. Qu'y a-t-il, mon enfant ? Dois-je partir ? Demanda Joe discrètement. Bien sûr que non. Est-ce que je ne te dis pas toujours tout ? J'avais honte d'en parler devant les petites, mais je veux que tu saches toutes les horribles choses que j'ai faites chez les Moffat. Nous sommes prêtes, dit Madame March avec le sourire, mais l'air un peu inquiète. Je vous ai dit qu'elle m'avait habillée, mais je ne vous ai pas raconté qu'elle m'avait poudrée, pincée et frisée pour que je ressemble à une gravure de mode. Laurie ne m'a pas trouvée convenable, je le sais, même s'il ne l'a pas dit, et un homme m'a traitée de poupée. Je savais que c'était idiot, mais elles m'ont flattée et ont prétendu que j'étais une beauté et des tas de choses absurdes. Alors je les ai laissés se moquer de moi. C'est tout ? Demanda Joe, tandis que Madame March regardait en silence le visage baissé de sa jolie fille et n'avait pas le cœur à blâmer ses petites folies. Non. J'ai bu du champagne et batifolé et essayé de flirter et j'ai été absolument abominable, poursuivit Meg d'un ton plein de reproches. Je pense qu'il y a autre chose, dit Madame March en caressant la joue douce qui avait soudain rosi, et Meg répondit lentement. Oui, c'est vraiment idiot, mais je veux en parler, parce que je déteste qu'on raconte et qu'on pense de telles choses au sujet de nous et Laurie. Elle rapporta alors les quelques bribes de commérage qu'elle avait surprises chez les Moffat. Et tandis qu'elle parlait, Joe vit sa mère pincer les lèvres comme si elle était mécontente qu'on puisse mettre de telles idées dans l'esprit innocent de Meg. Eh bien, si ce n'est pas les pires bêtises que j'ai jamais entendues, s'écria Joe indigné, pourquoi ne t'es-tu pas manifesté pour leur dire sur le champ ? Je ne pouvais pas, c'était si embarrassant. Au début, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre et ensuite j'étais tellement en colère et honteuse que je n'ai pas pensé à m'éloigner. Attends que je voie Annie Moffat et je vais te montrer comment on règle des histoires aussi ridicules. L'idée d'avoir un plan et d'être gentil avec Laurie parce qu'il est riche et pourrait nous épouser un de ces jours, les hauts cris qu'il va pousser quand je vais lui parler de toutes les choses idiotes qu'on raconte sur nous, pauvres enfants. Et Joe rit, comme si, en y repensant, tout ça lui paraissait être une bonne blague. Si tu en parles à Laurie, je ne te pardonnerai jamais. Elle ne doit pas. Si, maman ? Dit Meg, l'air affligé. Non, ne répète jamais ces cancans idiots et oublie-les aussi vite que possible, dit Madame March gravement. J'ai été très mal avisée de te laisser au milieu de ces gens dont je sais si peu de choses. Gentil, je dirais, mais matérialiste, mal élevé et plein d'idées vulgaires sur les jeunes gens. Je suis davantage désolée que je ne puis l'exprimer pour le mal que cette visite a pu te faire, Meg. Ne sois pas désolée, je ne vais pas me laisser blesser par tout ça. J'oublierai toutes les mauvaises choses et ne me souviendrai que des bonnes. Parce que je me suis beaucoup amusée. Merci beaucoup de m'avoir permis d'y aller. Je ne serai pas sentimentale ou insatisfaite, maman. Je sais que je suis une petite fille idiote et je resterai près de toi jusqu'à ce que je sois prête à m'occuper de moi-même. Mais c'est agréable d'être louée et admirée. Et je ne peux m'empêcher de dire que ça me plaît, dit Meg, à demi honteuse de l'avouer. C'est parfaitement naturel et plutôt innocent si ça ne te plaît pas de façon excessive et ne te conduit pas à faire des choses idiotes ou inconvenantes pour une jeune fille. Apprends à reconnaître et à apprécier les louanges qui en valent la peine et à susciter l'admiration des personnes d'excellence en étant modeste autant que jolie, Meg. Margaret réfléchit un moment.
tandis que Joe était debout, les mains derrière le dos, à la fois intéressé et un peu perplexe, car il était nouveau de voir Meg rougir et parler d'admiration, d'amoureux et de choses de ce genre, et Joe eut le sentiment que durant cette quinzaine, sa sœur avait incroyablement grandi et s'éloignait d'elle pour entrer dans un monde où elle ne pourrait la suivre. « Maman, as-tu des plans, comme l'a dit Madame Moffat ?» demanda Meg d'un ton gêné. « Oui, ma chérie, j'en ai des tas. Toutes les mères en ont, mais je soupçonne que les miens diffèrent quelque peu de ceux de Madame Moffat. Je te parlerai de certains, car il est temps de prononcer les paroles qui remettront cette petite tête et ce petit cœur romantique dans le droit chemin en ce qui concerne ce sujet très sérieux. Tu es jeune, Meg, mais pas trop jeune pour me comprendre, et les bouches des mères sont les plus appropriées pour parler de ces choses à des filles telles que toi. Joe, ton tour viendra en son temps, peut-être. Alors écoute ce que sont mes plans et aide-moi à les mener à bien, s'ils sont bons. Joe vint s'asseoir sur un des accoudoirs du fauteuil, l'air de penser qu'elles étaient sur le point de prendre part à une affaire très solennelle. Une main de ses filles dans chacune des siennes, et observant les deux jeunes visages avec mélancolie, Madame March déclara d'un ton à la fois sérieux et joyeux : « Je veux que mes filles soient belles, accomplies et bonnes, qu'elles soient admirées, aimées et respectées, qu'elles aient une jeunesse heureuse, qu'elles fassent un honnête et judicieux mariage et qu'elles mènent des vies utiles et agréables, et que Dieu juge bon de leur envoyer aussi peu de soucis et de chagrins que possible pour les mettre à l'épreuve. Être aimé et choisi par un homme bon est la meilleure et la plus douce chose qui puisse arriver à une femme. Et j'espère sincèrement que mes filles connaîtront cette magnifique expérience. Il est naturel d'y songer, Meg. Il est normal de l'espérer et de l'attendre. Et sage de s'y préparer afin d'être, lorsque se présente cet heureux moment, prête pour ses devoirs et digne du bonheur. Mes chères filles, j'ai effectivement de l'ambition pour vous, mais pas celle de vous voir vous précipiter dans le monde. Épouser des hommes riches simplement parce qu'ils sont riches, ou avoir de superbes demeures qui ne seront pas des foyers car elles manqueront d'amour. L'argent est une chose nécessaire et précieuse, et une noble chose lorsqu'il est bien employé. Mais je ne veux pas que vous pensiez que ce soit la seule et unique chose importante qu'il faille s'efforcer d'obtenir. Je préférerais vous voir les épouses d'hommes pauvres si vous êtes heureuses, aimée et satisfaite, que des reines sur un trône dépourvues d'amour-propre et de sérénité. Les filles pauvres n'ont aucune chance, prétend Belle, à moins de se mettre en avant, soupira Meg. Alors nous resterons vieilles filles, dit Joe vigoureusement. D'accord, Joe. Il vaut mieux rester vieille fille qu'être une épouse malheureuse ou une fille se comportant mal, courant après les hommes pour trouver un mari, dit Madame March d'un ton décidé. Ne t'inquiète pas, Meg. La pauvreté décourage rarement un amoureux sincère. Quelques-unes des femmes les meilleures et les plus honorées parmi mes connaissances étaient des filles pauvres, mais si dignes d'être aimées qu'il était impossible qu'elles restent vieilles filles. Laissez faire le temps. Faites que ce foyer soit heureux, vous serez ainsi préparés pour vos propres foyers, si l'on vous en offre un, et satisfaites de rester ici si ce n'est pas le cas. Souvenez-vous d'une chose, mes filles. Votre mère est toujours prête à être votre confidente, votre père à être votre ami, et nous sommes tous deux confiants et espérons que nos filles, mariées ou célibataires, seront la fierté et le réconfort de nos vies. Nous le serons, Marmie, nous le serons, s'écrièrent-elles toutes deux, de tout leur cœur, alors qu'elles leur souhaitaient une bonne nuit. Voilà. Pardon, je souris. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite une belle soirée. Beaucoup de douceur. Beaucoup d'intelligence. Voilà. Et d'amitié sincère et d'amour aussi. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Et prenez soin de vous surtout.